Avec notre invité de la semaine, cette semaine, nous allons couvrir plusieurs sujets, dont le syndicalisme et sa propre carrière, mais regardons d'abord les femmes dans la fonction publique. Inéquité salariale et harcèlement sexuel sont deux des réalités plutôt déprimantes qui confrontent les femmes du secteur public. Et pour en parler avec nous, notre invitée de la semaine, Mme Monique Simard, qui est vice-présidente de la Confédération des syndicats nationaux. Mme Simard, bienvenue. Merci. En regardant en compulsant les statistiques sur votre centrale, je me suis aperçu que les femmes du secteur public, au total, c'est votre plus grande population cotisante. Alors, même si on se dit cette offensive-là a l'air spéciale, ce qui est plus étonnant, c'est pas que vous la fassiez, mais que la centrale ait tardé si longtemps à la faire. Vous découvrez cette base-là? Non, on ne découvre pas le problème de la discrimination. Au contraire, on est alerté au problème depuis de nombreuses années. Mais on est rendu à l'étape de s'attaquer au fondement même de la discrimination salariale après avoir disposé de discriminations plus évidentes. Comme par exemple, il y a 10 ans, on a aboli les discriminations pour un travail égal, salaire égal. On a par la suite insisté beaucoup sur la question des droits parentaux et des congés de maternité. Maintenant, la question de vraiment s'attaquer à la discrimination salariale, c'est-à-dire à la dévalorisation salariale des emplois à prédominance féminine, eh bien, ça fait maintenant 5 ou 6 ans qu'on se préoccupe à fond de cette question. Mais pour toutes sortes de raisons, je vous rappelle qu'en 82-83, on n'a pas pu négocier. Eh bien, on y arrive enfin à pouvoir faire en sorte qu'on puisse en faire une priorité de négociation avec notre vis-à-vis, qui est le gouvernement. Bon, alors je rappelle pour les spectateurs, vous pensez par exemple au fait que dès qu'il y a des femmes dans un poste comme infirmière, secrétaire, comme par magie avec les décennies, ce sont ces postes-là qui ont des salaires plus bas, alors que dès qu'il y a des hommes, que ce soit un emploi qui exige beaucoup d'instruction ou non, les salaires montent. C'est ça? Bon, c'est ça. C'est-à-dire que malgré l'entrée massive de femmes sur le marché du travail, ce qu'on constate depuis maintenant deux décades, eh bien, la différence de rémunération entre les hommes et les femmes a, par ailleurs, pas beaucoup changé. Pourquoi est-ce qu'au Canada, pour chaque dollar gagné par un homme, une femme ne gagne qu'environ 60 cents? Il y avait donc un problème là. Et même si on a, par exemple, gagné que pour un travail identique, le salaire est désormais égal, il subsiste encore des différences de rémunération importantes. Alors, qu'est-ce qui pouvait expliquer ça? C'est la ségrégation professionnelle. C'est-à-dire que là où les femmes travaillent, et on se rend compte que les femmes, finalement, sont là très massivement, mais dans très peu d'emplois, que ces emplois, systématiquement, sont moins bien payés que des emplois occupés majoritairement par des hommes. Et ça, c'est à tout niveau. Est-ce qu'il n'y a pas une tendance lourde qui n'est pas collective mais individualisante qui pourrait aussi corriger ça? C'est que les femmes, ayant maintenant beaucoup plus d'autonomie et de volonté qu'auparavant et ne souffrant plus ce genre de discrimination-là, vont déserter ces postes-là. Et les femmes, par exemple, vont devenir médecins et non pas infirmières. Et là, c'est la revanche du choix personnel. Bon, ça, c'est un problème d'accès à l'égalité des emplois qui ont été, jusqu'à maintenant, interdits ou, enfin, peu ouverts aux femmes. Je pense qu'il faut distinguer les deux choses. En fait, l'objectif fondamental, c'est une déségrégation complète du marché du travail où il y aurait autant de femmes dans tous les métiers, autant d'hommes dans tous les métiers. Ceci dit, pour y arriver, pour faire en sorte que les femmes puissent vraiment avoir accès à des postes traditionnellement réservés aux hommes, on sait qu'il faut plus que de simples mesures d'égalité. Il faut mettre en place des programmes d'accès à l'égalité, l'action positive, on peut prendre une expression plus connue. En même temps, pour que les hommes, eux, investissent les emplois traditionnellement féminins, eh bien, il va falloir donner de la valeur à ces emplois. Mais il y a une différence, et malheureusement, elle est économique, elle se chiffre entre l'action positive où on dit il faut rendre l'égalité et l'accès possible à tout le monde dans tel et tel emploi, ce sont des gens qui bougent, et dire on va faire un rattrapage massif dans telle et telle profession, ce sont des millions, des centaines de millions, même si c'est voulu et mérité, le gouvernement ne pourra pas. Bon, d'une part, je pense qu'il est important de dire que l'équité salariale et donc le principe de ne pas avoir de discrimination pour des emplois de valeur équivalente est maintenant contenu dans les chartes, qu'elles soient canadiennes ou québécoises. Alors, ce que nous entreprenons, tout simplement, c'est de faire appliquer ces principes. Mais la note pourrait être très élevée. La note, oui. Mais la note est élevée, et si elle est élevée, elle est tout à fait... Elle illustre l'ampleur du phénomène de la discrimination économique que subissent les femmes. Mais ce que je veux vous faire dire, c'est que le gouvernement va aller chercher ailleurs.
il donnera moins d'augmentation sur le reste. Vous voyez que ça va sortir de la poche quand même. Enfin, je pense qu'il s'agit d'une question de choix et de priorité. Et vous savez, dans les négociations, il y a toujours des choix qui se font et il y a toujours des priorités qui sont identifiées. Et il ne faut pas, parce qu'on dit « ça va coûter cher », ne pas le demander. Je peux vous dire que cette année, ce qu'on demanderait comme réajustement au niveau des échelles de salaire coûte à peu près ce que coûtent les congés de maternité annuellement. Est-ce que, parce que des congés de maternité coûtent à peu près 1 % des masses salariales, est-ce qu'on va s'objecter à ce que des femmes qui travaillent puissent s'absenter et ne pas subir de perte de salaire? Donc, je pense qu'il faut aussi rétablir un peu, dans ses propres proportions, l'avancée qui est proposée par les syndicats dans le secteur public à ce chapitre. Et sur ce front-là, vous estimez, comme sur plusieurs autres, que le gouvernement doit être l'exemple. C'est la meilleure cible et le reste suivra. C'est-à-dire que, bon, comme employeur, il se doit, je pense, d'être équitable. Et comme gouvernement, il se doit de respecter les lois qu'il a lui-même adoptées. Bon, maintenant, mais n'importe quel employeur, que ce soit dans le privé, devrait se soumettre aux mêmes principes et aux mêmes obligations. Évidemment que dans le secteur public, vous avez un très, très grand nombre de femmes. Et le fait qu'on ait beaucoup de femmes dans ce secteur, eh bien, il y a une sensibilité aux problèmes qu'on retrouverait peut-être pas ailleurs. D'autre part, dans le secteur public, il y a un monopole de certains types d'emplois. Je pense aux infirmières, par exemple. Je pense à l'éducation et aux affaires sociales. Ce sont des monopoles, finalement, d'État. Et on sait que ce sont dans ces secteurs que des milliers de femmes sont employés et le sont depuis des décades. Bon. Autre question, je l'ai évoqué tantôt, et là, j'ai une coupure du devoir de cette semaine. Et là, je ne suis pas le seul. Tout le monde a sauté en lisant. Plusieurs ministres font face à des accusations. Tout le monde a cherché les noms de discrimination sexuelle. C'était pas ça, c'est plusieurs ministères. Voilà, mais même là, c'est assez choquant. On imaginerait, encore une fois, l'immigrante qui a absolument besoin d'un emploi pour survivre, dans une usine mal payée, qui se fait faire un chantage. Mais dans les bureaux du gouvernement, il y aurait des centaines de cas de harcèlement sexuel. Oui. Malheureusement, c'est souvent, on associe le mot discrimination à emploi de bas salaire, de mauvaises conditions de travail. La discrimination basée sur le sexe, sur le marché du travail traverse toutes les catégories. On en retrouve au niveau des professionnels, au niveau des techniciens, au niveau des employés de bureau. Mais dans un bureau feutré du gouvernement, ça se passe comment? On a du mal à imaginer. Mais voilà, c'est pas très compliqué. C'est-à-dire que tel groupe d'employés, tel titre d'emploi à prédominance féminine, par exemple, agent de bureau, va gagner moins cher chaque semaine, par exemple. Ça peut être de l'ordre de 20, 30, 40 $ par semaine, que tel titre d'emploi de bureau occupé par des hommes. Ce n'est pas du harcèlement. Je pense au harcèlement. Le harcèlement sexuel. Le harcèlement sexuel, c'est autre chose. Il s'agit d'un comportement sexiste qui se retrouve dans tous les milieux de travail. Je pourrais vous dire qu'il se retrouve dans les milieux universitaires, qu'il va se retrouver dans le milieu des professionnels, où une personne en autorité, généralement un homme, parce qu'on sait que même dans les grands secteurs, on n'a pas beaucoup de femmes, les postes d'autorité sont occupés par des hommes. Ces hommes se servent de leur position d'autorité pour imposer et tenter de forcer des comportements auprès d'employés féminins. Et ça se passe au gouvernement, et vous m'avez même dit avant l'entrevue, vous avez eu la générosité de ne pas le répéter, chez les journalistes aussi, mais là, je vais vous renvoyer la balle. Dans une centrale syndicale, vous étiez, quand vous êtes entrée à la CSN, une des seules femmes dans cet immeuble-là. Est-ce qu'à l'époque, vous trouviez la vie difficile pour ces 4 ou 5 femmes qui étaient là à plein temps? Je ne parle pas du harcèlement, je parle simplement du poids de cette présence masculine. Oui, c'était certainement difficile, comme n'importe quelle femme qui, aujourd'hui, rentre dans un milieu traditionnellement masculin. C'est pas facile. D'une part, parce qu'évidemment, on est très identifié et on a à gérer un peu dans, notre comportement dans un monde dominé par des hommes. Donc, c'était pas facile à l'époque, comme ce ne l'est pas aujourd'hui des femmes qui vont, par exemple, aller travailler dans le secteur de la construction, dans certains secteurs industriels. Ceci dit, évidemment, les temps ont changé et il y a beaucoup plus de femmes aujourd'hui. Et donc, la présence de femmes, c'est pas juste de s'affirmer comme femme, c'est aussi le fait d'être présente a une influence et apporte des changements sur les comportements d'un milieu. Mais dans les corridors de la CSN, ça a changé pour le mieux?
Oui, oui. Je pense que oui. Le seul fait qu'il y ait beaucoup plus de femmes, non seulement femmes qui vont aujourd'hui travailler à négocier des conventions collectives ou à faire d'autres tâches syndicales, mais qu'il y a aussi des femmes en autorité dans des postes, finalement, de direction, a fait en sorte qu'au cours des années, ce n'est pas seulement, comme je vous dis, la visibilité de ces femmes, c'est aussi ce qu'elles sont qui ont fait qu'il y a des habitudes, des comportements qui ont été modifiés. Et justement, sur la visibilité, quand on dit, plusieurs le disent, tôt ou tard, Monique Simard sera la première présidente de la CSN, vous y croyez? Bien, écoutez, j'ai annoncé cette semaine que je ressollicitais un mandat à mon poste de première vice-présidente, qui est un poste où se retrouve la coordination des négociations. Et j'ai l'intention, si le Congrès m'en donne le mandat, de le poursuivre encore pour 2 autres années. Vous me faites penser à des démocrates et des républicains au New Hampshire. Merci. Merci.